Concocté une première surprise en invitant la chanteuse qui est contralto, qui s'appelle Yael Rahanam Vandor, qui va nous chanter une chanson en yiddish, Die Alte Cache, mise en musique par Ravel. Qui vient de tellement m'émouvoir que je vais avoir du mal à parler. En général, je dis que je parle encore moins bien que Patrick Modiano. J'espère que ce ne sera pas vrai aujourd'hui. Je voudrais remercier infiniment Julie Mecq et le Mémorial de la Shoah d'être ici aujourd'hui. Quelque chose de très important pour moi. Je voudrais remercier ceux qui sont à cette table, Paul Denis, Françoise Koblanski, qui est encore en route, qui m'ont tenu pendant l'écriture de ce livre. Paul Denis qui m'a incité à l'écrire et qui m'a proposé de le publier dans la collection Le Fil Rouge. Gilbert Diatkin, avec qui j'ai animé un séminaire il y a bien des années et qui a participé au séminaire qui s'est terminé cette année pendant une vingtaine d'années sur l'élaboration possible ou impossible du trauma. Plusieurs personnes qui sont dans cette salle étaient à ce séminaire et m'ont accompagnée. Je les remercie, ainsi que les amis, certains très proches et depuis de très longues années qui sont venus aujourd'hui. Mon livre, je parle ici, mais mon livre n'est pas un témoignage. Il ne pose que des questions. Mais le fait de poser des questions pourtant n'a rien d'innocent, car même s'il s'agit de questions, le simple fait de les poser, de les exprimer, peut ressembler à une thèse et a pu pour certains ressembler à une mise en cause de la psychanalyse. Ce n'est pas le cas, aucunement. Pour reprendre les termes de Julie Mecq, je pense que notre boîte à outils est peut-être suffisamment remplie. Simplement, il ne s'agira pas souvent de faire une cure type. En particulier, il ne s'est pas agi de cela pour les survivants directs
ou pour les orphelins de la Shoah. Pour les générations suivantes, c'est-à-dire les gens qui viennent aujourd'hui en analyse, je pense que nous avons que la psychanalyse contemporaine a fait des progrès et que les aménagements ou les problèmes techniques qui se posent sont justement le sujet de ce qui fait que les choses ont changé depuis les années 70 et l'année 2020. Quelles sont alors ces questions? La question générale, peut-on mourir de dire? C'est le titre que je voulais donner originellement à ce livre, mais il m'a été emprunté, disons. Et donc, pour des raisons éditoriales, il s'est appelé Mourir d'écrire, qui est pour moi un problème beaucoup plus ardu. Les questions que cette question suscite à propos de la psychanalyse seront l'objet de cette table ronde. La première, la psychanalyse a été mise au défi par l'arrivée après la guerre, dans les années 60-70, de la génération des survivants. Les survivants directs, ceux qui avaient été dans les camps, et il y en a dans cette salle, il y en a un que je connais bien, les orphelins de la Shoah, et il y en a aussi dans cette salle que je connais bien, ceux qui avaient survécu par hasard, perdu père et mère, ou l'un des deux, les enfants cachés aussi. C'est le nombre de suicides, de réactions thérapeutiques négatives qui avait suscité en moi ce questionnement. En effet, dans les années 70, il y a eu parmi des gens en analyse et chez les plus grands de notre discipline, plusieurs suicides et des réactions thérapeutiques négatives, c'est-à-dire des cures qui tournaient mal, pour faire bref, hein, puisque je crois que cette salle a un public assez mélangé. Un analyste a particulièrement étudié ce tournant, je n'en parle pas, je n'ai pas le temps, c'est Sidney Stewart qui a opposé comme ça un cas que j'ai appelé que j'ai recopié et que j'ai appelé le cas Karl, quelqu'un qui est devenu fou au cours de sa psychanalyse, à un tournant où il a parlé d'aménagement particulier de la cure pour une survivante. Ce cas a été particulièrement documenté et il a été beaucoup écrit dessus par Georges Perec et J.B. Pontalis. C'est un entrecroisement d'écriture. Perec, comme vous le savez certainement, son père était mort à la guerre et sa mère avait été déportée 2 ans plus tard et il avait été caché et le hasard a fait qu'il a survécu. Pour lui, on ne sait pas s'il y a eu un miracle. C'est ce qu'il écrit et son analyste J.B. Pontalis l'écrit aussi. Vous trouverez ça dans ses écrits, dans ceux de Pontalis. S'il y a eu un miracle ou ce qu'il écrit par ailleurs dans un autre article, une reddition à la mort. C'est une question qui reste en suspens. Après son analyse, Perec a pu avoir une grande histoire d'amour. Très peu de temps après, il est mort d'un cancer bronchique. Pour les générations d'après, c'est une analyse beaucoup plus classique qui s'impose très souvent des cures types. Mais il y a des problèmes, il y a eu transmission du trauma, ce qui n'a pas pu être symbolisé par les générations précédentes se répète. Comment passer de la répétition des agirs à une symbolisation aujourd'hui est un problème qui peut poser des problèmes techniques particuliers.
reste le problème du témoignage. Ce témoignage que je ne donne pas, je ne peux pas le donner pour toutes sortes de raisons, et c'est peut-être la raison de mon livre, est néanmoins présent à travers ce que nous venons d'entendre, c'est-à-dire la voix de Yael Rananan Van Dor dans Die Alte Kasche. Kasche, ça veut dire question en yiddish. C'est le même mot que Frage en allemand. Après que j'ai parlé, je crois que Yael va nous lire le poème du survivant de Primo Levi, qui me semble introduire à notre table ronde. À ces éléments de témoignage, je vais en ajouter un troisième. J'avais 11 ans, je crois. Je lisais un livre qu'on m'avait offert. C'était un livre de Jack London. Ce livre s'appelait Martin Eden. Ce livre se terminait par une phrase qui me fascinait, qui m'a toujours fascinée, sans que je sache vraiment pourquoi. En posant la question centrale de ce livre, je crois que j'ai mieux compris, en tout cas que j'ai pu me poser les questions d'une autre façon. Cette phrase évoque les dangers d'une certaine forme de connaissance, d'une certaine forme de savoir, d'un savoir dont la lumière peut être profondément destructrice. Jack London écrit en effet de Martin Eden qui est en train de se noyer. Il sombra dans la nuit, ça il le sut encore. Il avait sombré dans la nuit, et au moment même où il sut, il cessa de savoir. Je répète, et au moment même où il sut, il cessa de savoir. Cette phrase n'a cessé de trouver des échos dans mon livre. C'est par exemple la parabole des visiteurs du jardin, que je ne vais pas vous dire, pour vous raconter le temps, je n'en ai pas le temps là, qui tous sauf un se révèlent incapables de supporter le feu de la connaissance, les brûlures de la connaissance. Ces visiteurs sont frappés par des pathologies diverses et curieusement, heureusement, l'un d'entre eux sort indemne. Pourquoi est-il sorti indemne? Pourquoi la connaissance qu'il a trouvée a-t-elle été insupportable pour les autres au point de les tuer? Ne l'a-t-elle pas entamée? Pourquoi la communication à autrui peut-elle parfois rendre pire encore, mais heureusement le plus souvent c'est le contraire, c'est le sujet de mon livre. J'ai parlé de questions, ces deux questions sont peut-être les questions essentielles de mon livre. Peut-on mourir de dire, mais peut-être aussi, et peut-être aussi mourir d'écrire, la causalité est plus incertaine, alors que chacun pense que c'est salvateur. Je vais m'arrêter là et laisser la parole aux autres et en premier peut-être à Yael Ranan Van Dor qui va nous lire le poème du survivant de Primo Levi. Since then, at an uncertain hour, depuis lors, à une heure incertaine, cette souffrance lui revient. Et si pour l'écouter il ne trouve personne, dans la poitrine, le cœur lui brûle. Il revoit le visage de ses compagnons, livide au point du jour, gris de ciment, voilé par le brouillard, couleur de mort dans les sommeils inquiets. La nuit, il remue des mâchoires sous la lourde injonction des songes et mâche un navet inexistant. Arrière, hors d'ici, peuple de l'ombre, allez-vous-en, je n'ai supplanté personne, je n'ai usurpé le pain de personne, nul n'est mort à ma place. Personne. Retournez à votre brouillard. Ce n'est pas ma faute si je vis et respire, si je mange et je bois, je dors et suis vêtu. Il y a 2-3 jours, lors de la diffusion d'un documentaire sur les massacres de Juifs à Iași, sur FR3, on pouvait noter combien les autorités spirituelles juives s'étaient démenées face aux dénégations des gouvernements successifs de la Roumanie depuis la fin de la guerre, afin de donner des sépultures aux victimes de 1941. Ils y arrivèrent en 2004. Pour inhumer les corps, voire des morceaux, des débris de corps. Un impératif civilisationnel dans ses désinences éthiques qui dépasse la seule manifestation mémorielle.
Et je pensais, en même temps, à ce qui se trame aujourd'hui. Sous couvert de boucliers compassionnels et d'écologisme du contrôle des indices carbone, vantant l'aquamation funéraire des corps des défunts, c'est-à-dire leur liquéfaction, dans un possible et recommandé bon emploi en engrais et en service potentiel de fertilisants. 14 États des États-Unis ont déjà approuvé ce nouveau mode dit d'inhumation, qui n'est plus une inhumation. Ou bien ici même en France, on entend des revendications et des propositions de compostage aux mêmes destinations. Rebond démocratique de marché d'un passage à l'acte inaugural, comme on sait. Telle est dans la métonymie et métaphore de cette anecdote qui pourrait faire signe l'enjeu contemporain. La Shoah n'a pas constitué un intermède catastrophique dans la marche de l'Occident vers son apogée. Pas non plus une régression conjoncturelle, pas davantage une embardée redressable et régulable par quelques corrections dans l'après-coup. Mais une bifurcation ravageuse, probablement durable, peut-être pérenne. Un Civilisationsbruch, une rupture de civilisation authentifiée et singularisée par la déchirure d'Auschwitz. Une désolation, comme le formulait Hannah Arendt, ou une transformation des conditions de permanence des relations entre les êtres humains, comme le constatait Jürgen Habermas dans l'héritage des maîtres de l'école de Francfort. Ce que d'un vers irrévocable, Paul Celan ramassait, la nuit s'est ouverte et elle est restée déclose. Rachel Rosenblum ne s'est pas dérobée, elle a pris sur elle, là où elle se tenait, sa part. En se tenant au plus près de sa pratique clinique, elle en a accepté l'extirpation questionnante des encadrements de pensée. Pour revenir au nœud dynamique de l'événement analytique et de l'élaboration de la psychanalyse comme pratique. C'est la vérité qui émane du patient qui a la main, pas les certitudes du psy. Ceci l'amène à interroger la pertinence de notions et techniques qui se sont élaborées avant l'effectivité de la Shoah, qui ne pouvaient dans cet amont envisager les situations de traumatisme extrême. Et en demeurant au cœur de sa pratique clinique, peser l'éthique de la psychanalyse percutée par ces cas-là. Pour accompagner et débattre avec Rachel Rosenblum, pour saluer, interroger, poursuivre son travail en mouvement avec elle, sont présents ici Paul Denis, psychiatre, psychanalyste, membre titulaire de la Société psychanalytique de Paris. Il a dirigé la revue française de psychanalyse de 1996 à 2004. Il a écrit entre autres ouvrages sur le narcissisme, sur les phobies, sur les phénomènes d'emprise et est intervenu dans de nombreux ouvrages collectifs aux objets possiblement en intersection avec ce qui nous réunit aujourd'hui. Gilbert Diactine, membre fondateur et ancien président de la Société psychanalytique de Paris. Il œuvre dans le champ clinique des enfants en grande souffrance et sur les liens entre surmoi culturel et psychopathie. Il a écrit plusieurs ouvrages, notamment sur les transformations de la psychopathie, et a contribué à de nombreux ouvrages collectifs aux objets, eux aussi, en intersection avec nos réflexions d'aujourd'hui. Et puis, doit nous rejoindre, et nous l'entendrons tout à l'heure, Françoise Coblence, que je présente quand même, psychanalyste, directrice de la Revue française de psychanalyse, prof d'esthétique à l'université de Picardie, Jules Verne. On lui doit plusieurs ouvrages sur les attraits du visible, Freud et l'esthétique, sur le dandysme, obligation d'incertitude, sur Jean-François Lyotard et les arts avec Michel Hénaudot, et aussi un certain nombre d'articles sur Hannah Arendt, sur Emmanuel Lévinas. Et j'ai noté et découvert qu'elle avait évoqué un auteur et qu'elle avait aussi écrit sur un auteur, hélas oublié et pourtant si raffiné, qui était Gilbert Lascaux. Je vais commencer par passer la parole à Paul Denis. Merci beaucoup. Voilà, ça marche là. Oui, merci beaucoup. Je voudrais repartir au fond de ce que vous avez dit, Gérard Rabinovitch, à propos de cette
atteinte très profonde à la civilisation qu'a représentée la Shoah. Hein, dans la préface que j'ai rédigée pour le livre de Rachel Rosenblum, j'évoquais le fait que l'antisémitisme n'a rien à voir avec un racisme, c'est une attaque contre la civilisation même. Et je crois que ce que vous avez dit est tout à fait de cet ordre. Et le traumatisme de la Shoah est un traumatisme qui continue à œuvrer en nous, que nous le voulions ou non. Pardonnez-moi un exemple personnel un peu dérisoire par rapport à ce qui est décrit dans le livre de Rachel Rosenblum, mais j'ai entendu dans mon enfance pas mal d'histoires traumatiques. Mais je n'en ai pas le souvenir. J'ai le souvenir d'une chose qui a sans doute eu une valeur traumatique puisque je l'ai gardée d'une manière extrêmement vive dans mes mémoires. J'avais 6 ans et ma mère recevait un survivant de la Shoah et je revois cet homme qui à l'époque m'avait semblé extrêmement vieux, je pense qu'il devait avoir 30 ans, les cheveux blancs, maigres, et je l'entends encore, j'entends sa voix décrire au fond les chambres à gaz. Et je vois aussi quelque chose, une expression que je n'avais jamais vue sur le visage de ma mère, une expression à la fois horrifiée et avec quelque chose qui, au fur et à mesure de la conversation, qui impliquait la levée d'une espèce d'incrédulité par laquelle elle avait commencé à se défendre contre les choses terribles qui lui étaient racontées. Je me rappelle ce souvenir avec une netteté tout à fait incroyable, alors que, famille catholique, nous n'avons pas souffert de la guerre, si, mais pas de la Shoah, et pas de personne dans notre famille n'a été inquiété par la folie nazie. Le traumatisme de la Shoah est un traumatisme à nul autre pareil. Et je crois que si on a le sentiment que le livre de Rachel Rosenblum limite le pouvoir de la psychanalyse, ou est contre la psychanalyse, disons, en exagérant beaucoup, c'est que le modèle psychanalytique s'est développé à propos de cas de névrose et à propos de situations de traumatisme individuel. Or, un traumatisme individuel est quelque chose qui, en général, est très limité dans le temps, touche une personne ou une famille. Mais la personne traumatisée, malgré tout, est entourée de gens qui ne sont pas traumatisés. Et d'autre part, l'expérience traumatique est en général ponctuelle. Et d'autre part, il y a traumatisme et traumatisme. Le traumatisme qui consiste à être séduit par un pédophile n'a rien à voir avec le fait d'être déporté et menacé de mort pour ce que l'on est. D'autre part, le traumatisme de la Shoah est un traumatisme collectif, mais aussi, il faut bien voir que les gens qui sont morts et puis ceux qui ont survécu ont vécu dans une situation traumatique prolongée. C'était le traumatisme, non pas tous les jours, mais à tous les instants. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, sur le plan psychique, est quelque chose d'absolument destructeur et n'a rien à voir avec un accident de parcours tel que la plupart des névrosés que nous sommes avons pu en rencontrer ici ou là. Et le grand mérite du livre de Rachel est de nous montrer à quel point cette expérience des camps, cette expérience traumatique de la Shoah, est quelque chose, d'une part, qui reste actuel en nous, mais surtout à quel point c'est quelque chose de tout à fait spécifique et qui échappait jusqu'à présent au modèle de compréhension proposé par la psychanalyse. Et il faut donc regarder les choses d'une autre façon et considérer que, alors que dans une cure psychanalytique classique, les expériences traumatiques sont plus ou moins revécues dans le transfert et remaniées, dans les expériences traumatiques, j'allais dire gravissimes,
prolongée, pesante, permanente, durant pendant extrêmement longtemps, et avec la mort à la clé, eh bien, il n'y a pas de transfert possible. On ne peut pas transférer ça. Et quelque chose reste, la désorganisation provoquée par cette espèce d'attaque contre le psychisme perpétrée par les persécuteurs est quelque chose qui ne se transfère pas et qui ne peut pas se refouler. C'est quelque chose qui ne peut être que réprimé et au prix d'un système de clivage qui peut être salvateur. Et la levée de ce clivage, et je pense que même si Rachel n'emploie pas beaucoup cette notion, la levée d'un tel clivage salvateur peut être effectivement, elle, tout à fait mortifère. Alors, ce livre est d'abord bouleversant, et ensuite de ça, extraordinairement enrichissant pour la pensée psychanalytique et pour toute forme de compréhension des expériences extrêmes. Et nous avons été extrêmement heureux, Françoise Coblence et moi, d'accompagner les derniers temps de l'écriture de ce livre et surtout de l'avoir publié. Et nous sommes extrêmement reconnaissants à Rachel Rosenblum de nous avoir fait l'honneur de nous le proposer pour le fil rouge. Merci beaucoup. Je vais passer la parole maintenant à Gilbert Diakin. Donc, comme Rachel l'a dit, ça fait extrêmement longtemps que je suis l'évolution des recherches qu'elle fait sur cette question de ce qui fait que dire et écrire la Shoah peut avoir des conséquences dramatiques. Elle donne dans son livre des exemples qui sont les uns pris à la vie quotidienne, les autres pris à des cours d'analyse. Parler de la Shoah, raconter ce qui est arrivé, a eu des conséquences terribles. Son livre se termine par une citation du récit de Gustave Schwab, Le cavalier et le lac de Constance. Vous savez, c'est l'histoire du cavalier qui traverse un lac gelé sur une mince couche de glace. Il arrive de l'autre côté de la rive. Et à ce moment-là, quelqu'un lui dit « Mais la couche de glace était extrêmement mince, tu aurais pu mourir. » Et il meurt. Donc, c'est une idée saisissante de l'effet de dire l'horreur qu'on a ignorée. Elle donne d'autres exemples comme ça qui ne sont pas directement liés non plus à la Shoah. Par exemple, ce qui est arrivé à Élisabeth de Fontenay, qui a demandé à sa mère de lui parler de sa grand-mère qui était morte à Auschwitz, ainsi qu'une grande partie de sa famille, ce qu'on lui avait caché toute sa vie. Et la mère s'apprêtait à parler et elle est morte juste avant. Donc, ça c'est même pas le récit, mais l'anticipation de ce qu'elle allait dire qui a déclenché, bon, chez une vieille dame qui avait d'autres raisons de mourir, bien sûr, mais enfin, c'est quand même quelque chose d'extrêmement saisissant. Et puis, il n'y a pas que les victimes, hein. Il y a aussi l'histoire du directeur de Sobibor puis de Treblinka, Stangl, qui avait vécu dans une parfaite bonne conscience son procès, et puis une journaliste l'interroge pendant pas mal de temps, lui fait raconter sa vie, et juste à la fin, il finit par reconnaître pour la première fois sa culpabilité. Enfin, il avait l'intention de la reconnaître, il le dit, mais il est mort juste avant. Donc, dans ces circonstances extrêmement différentes, il y a un potentiel létal dans le fait de dire des traumatismes extrêmes. Et, bon, bien sûr, le livre de Rachel est parti de situations traumatiques que nous avons vécues tous, de collègues qui sont morts subitement, comme Sarah Kaufman, après avoir... Sarah Kaufman s'est suicidée après avoir fait le récit de sa vie d'enfant survivante, donc de la première génération.
Et donc aussi également pas mal d'écrivains qui se sont suicidés après avoir écrit. Donc la question que je voudrais poser à Rachel et que je voudrais poser à la table ronde, c'est au fond d'où est-ce que le récit de la Shoah tire ce pouvoir létal à longue distance? Parce que c'est très impressionnant. Qu'est-ce qui fait que, longtemps après, des événements traumatiques continuent à agir? On a l'impression que le programme d'Hitler se poursuit alors qu'Hitler est mort depuis longtemps et qu'on pourrait croire que tout est fini et que ça ne se reproduira plus jamais. Alors, on a répondu en partie à ma question parce que tout à l'heure, on a lu le poème de Primo Levi, le récit du survivant, et Primo Levi dit que dans son cauchemar, il s'écrit « Je n'ai volé le pain de personne ». Et il essaie de repousser les morts qui reviennent dans son cauchemar, accablés par la culpabilité de survivre. C'est une première explication. Peut-être que la force létale du récit de la Shoah tient à la culpabilité. Une deuxième explication a été apportée à l'instant par Paul Denis, parce que Paul Denis dit que quand même il y a quelque chose d'extrêmement unique dans l'histoire de la Shoah, qui est la durée extrême, l'exposition à la mort d'une façon permanente pendant longtemps, un traumatisme qui ne peut pas être refoulé, qui est nécessairement, qui ne peut être traité que par le clivage et par la répression. Et que donc, la disparition soudaine de ce clivage peut provoquer la mort. Il me semble que ce sont en effet, c'est une deuxième explication qui est également très importante. Je ne suis pas sûr que ça épuise complètement la question d'où vient cette capacité à très longue distance de continuer à tuer. Et donc, je voulais te poser la question, Rachel. Je vais tenter de répondre par des exemples, différents exemples. Bon, Sarah Kaufmann, c'est après la mort de Sarah Kaufmann qui s'est suicidée quelques 6 mois après la publication de son livre que j'ai commencé à écrire. Le problème, comme je vous le disais tout à l'heure, était un problème très présent pour moi, très lourd pour moi, au moins 15 à 20 années auparavant, puisque j'avais vu des malheurs autour de moi et que j'en avais été très affectée. En ce qui concerne Sarah Kaufmann, rapidement, je pense que beaucoup d'entre vous savent qui c'était. C'était une philosophe qui a beaucoup écrit sur la psychanalyse, sur l'esthétique, sur l'art, qui avait raconté un peu sa vie de façon très distante par ce que Françoise Collin avait appelé une hétérobiographie, en racontant la vie des autres, par exemple Auguste Comte, enfin, par exemple, en montrant son malheur, en le montrant dans la figuration de tableaux d'autres, par exemple le tableau de Léonard de Vinci. Tard dans sa vie, elle avait 60 ans, donc c'est pas si tard que ça, elle a entrepris de raconter de façon très crue et très ouverte sa honte et sa culpabilité qu'elle éprouvait certainement, mais c'était pas quelque chose du domaine public. Et la publication, le fait de rendre public cette honte qu'elle partage probablement avec beaucoup de survivants, parce que pour survivre, certains ont été obligés de
commettre de faire des choses déshumanisantes, en particulier dans les camps. Enfin, par exemple, de prendre le seul morceau la seule goutte d'eau qui reste pour 5 survivants, c'est décrit dans les naufragés et les rescapés par Primo Levi. De ne pas partager, ce qui revient dans le poème de Primo Levi. C'était bien entendu un autre problème pour les enfants. Sarah Kaufmann avait perdu son père et sa mère, donc pour elle, le problème était peut-être la collusion entre des vœux de mort inconscients et une réalité qui réalisait ces vœux de mort. C'est un problème qui se pose pour un certain nombre d'orphelins, mais qui ne se pose pas de la même façon quand on est une survivante de la Shoah. Je pense que cette mise à distance a cessé au moment où elle a rendu public tout cela. Il y a eu l'écriture du livre, là je ne peux pas en dire grand-chose, il y a eu la réception, il y a eu ce qu'elle s'imaginait de la réception, et on sait que la réception n'a pas été très bonne. On sait qu'elle était tombée dans une profonde dépression en écrivant ce livre. C'est quand même un malheur qu'elle partage avec beaucoup d'autres, et par exemple avec Primo Levi, parce que pour Primo Levi, l'écriture aussi de la zone grise a été quelque chose qui le plongeait chaque fois dans la dépression. Et je veux en donner pour exemple qui là prend beaucoup de poids, c'est Primo Levi comme traducteur. Primo Levi, dont vous connaissez tous beaucoup de livres, disait que l'écriture le sauvait tout au long de sa vie. Par contre, lorsqu'il a traduit, il est entré plusieurs fois dans des dépressions graves. C'était un homme qui... excusez-moi. C'était un homme dont le fond dépressif et l'ambivalence, par exemple, envers l'image maternelle, était probablement grande dès l'origine. Mais ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'il est tombé malade, qu'il s'est déprimé au moment de traduire. Attendez, je prends mes papiers. Je crois que c'est dans les années... Bon, je vais vous le dire de mémoire. Je crois que c'est dans les années 75 qu'il a traduit un livre d'un Hollandais qui s'appelait Jacques Presser. Ce livre s'appelait La Notte dei Girondini, La Nuit des Girondins. Et ce livre était un livre sur le camp de Westerbork. Westerbork, c'était le Drancy hollandais. Et dans ce livre, il raconte comment des prisonniers juifs ont été obligés de mettre leurs camarades de détention dans les trains. Et il a traduit ce livre, il a traduit ce livre de façon simple. En traduisant ce livre, il est devenu déprimé. Sa dépression a augmenté de jour en jour, et il écrit lui-même qu'il a fait une profonde dépression à la suite de cette traduction. Dans mon livre, j'ai repris un autre exemple. Je l'avais trouvé dans le livre de Myriam Anissimov, la biographie de Primo Levi. Là, il parle de la traduction du procès de Franz Kafka. Cette traduction lui avait été proposée par les éditions Einaudi. Il y avait eu déjà 4 ou 5 traductions en italien. C'était une traduction de plus. Mais lui, dans cette traduction, il essayait de purifier, ce sont ces mots, ce que Kafka a écrit, de passer de quelque chose, de passer des eaux souillées à quelque chose de plus pur, de faire un travail de filtre. Mais ce qui lui est arrivé, c'est qu'en faisant ce travail, alors qu'il allait bien de nouveau depuis pas mal d'années, il refait une nouvelle dépression. Comment
prise de conscience et le passage à travers lui de la honte de Kafka, de l'immense culpabilité de Kafka, comment ça a entamé ses défenses inconscientes. C'est lui qui écrit ça, il utilise le terme de défense inconsciente. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu, qui a fait des psychothérapies à plusieurs moments de sa vie, mais comment, en faisant cette traduction, il est entré de nouveau dans une profonde dépression. C'est un fait. Hein. Comment l'interpréter reste, bon, lever des clivages, je ne sais pas exactement, ça m'est difficile, je crois que c'est difficile, je crois que c'est intéressant d'interroger ce problème de la traduction. Oui, tu voulais dire quelque chose, Gilbert? Oui, si tu permets. Parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant ce rôle néfaste de la traduction pour Primo Levi, alors qu'on pourrait s'attendre à ce que la traduction, au contraire, permette une mise à distance du traumatisme. D'autant plus que très facilement, on rapproche la traduction de l'interprétation. Mais je trouve que tu donnes une piste extrêmement importante quand tu dis que ce qu'il a cherché à faire, ça a été de purifier Kafka. C'est-à-dire que probablement Kafka est salvateur et curateur pour nous tous, parce qu'il raconte des histoires absolument terribles et il nous permet d'élaborer des choses très difficiles pour chacun des lecteurs. Et peut-être qu'en purifiant, Primo Levi a enlevé à l'écriture de Kafka quelque chose qui était justement quelque chose de protecteur. Je dis ça parce que dans le livre de Rachel, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que en partant des moyens par lesquels les écrivains d'habitude arrivent à se protéger et à se soigner contre le traumatisme, en particulier dans le cas de Primo Levi, puisque Primo Levi a écrit beaucoup de livres avant de se suicider. Hein. Donc tu montres très bien que les artifices, enfin l'art d'écriture de Primo Levi, comment cet art lui permet d'aborder ce qui est inabordable de front. Et c'est très important pour les psychanalystes, je ne sais pas si c'est important pour les littéraires, mais c'est très important pour les psychanalystes parce que ça donne aussi une indication sur la façon dont on peut aborder sur le divan des personnes traumatisées. Ayant vécu quelque chose comme de l'ordre de la Shoah. Donc, peut-être que là, l'échec de la traduction, ça tient peut-être à la technique de traduction employée par Primo Levi, qui dépouillait le texte de ses capacités élaboratives pour le lecteur quand même. Oui, c'est très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que ça, contrairement aux autres traductions qui étaient plus littérales, lui faisait des périphrases, enfin, il tentait de mettre d'autres images pour ne pas choquer les lecteurs, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de traductions de Kafka, il y en avait avant. C'est une grande question, hein, c'est une grande question. Bon, je vais peut-être... Bon, Paul voulait dire quelque chose? Ben oui, je te donne, bien sûr. Oui, si tu pouvais couper ton micro pour que... Voilà, merci. Oui, ce côté très particulier, au fond, de la somatisation, à un moment donné, en face d'un phénomène psychique qui est suivi d'une somatisation qui peut être létale. La découverte centrale de Pierre Marty en matière de psychosomatique, ça a été précisément de démontrer le lien entre la désorganisation psychique et la somatisation. Et je me rappelle très bien une consultation de Pierre Marty où il avait affaire à un coronarien qui avait de temps en temps des crises cardiaques et ce patient commençait à lui parler de choses extrêmement bouleversantes pour lui. Et Pierre Marty, s'il ne le voyait pas lire, le remettait sur un sujet dont il savait que le patient pouvait le maîtriser et pouvait raconter en restant cohérent avec lui-même. Et dans le début de ces entretiens, Marty tâtonnait un peu et essayait de repérer les points forts
du patient, les points où il était le plus organisé, avant d'explorer davantage toutes les zones où il risquait de se désorganiser. Et il était assez étonnant, c'était tout à fait étonnant de le voir faire. Et alors, on le voyait par exemple avec ce coronarien dire, mais alors, vos rosiers, alors, vous les taillez quand? Et à ce moment-là, on voyait le patient qui redevenait un petit peu rose, parce qu'il il s'éloignait au fond de ces éléments où il risquait de se désorganiser. Et je pense que pour un certain nombre de personnes qui s'organisent, alors, dans un système compliqué, déni, contre-investissement de ceci, surinvestissement de cela, etc., si leur système change, ou s'ils abandonnent ce système-là, eh bien, ils sont confrontés à nouveau à l'impact du traumatisme sous-jacent, du traumatisme qui a été simplement contenu, mais pas élaboré, et qui fait qu'un mécanisme de somatisation peut se mettre en place, comme avait pu le montrer Pierre Marty. C'est à moi. Je trouve tout ça... Oui, je crois que les liens avec la psychosomatique que je connais mal, enfin, j'ai jamais travaillé à... Enfin, j'ai eu des patients avec des maladies graves et je suis toujours très sensible au moment où le corps réagit. C'est très important pour moi. J'ai envie de vous donner, de vous parler d'un autre exemple de l'écriture ou la vie. Je reprends le titre là de Georges Semprún que presque tout le monde a lu, qui avait en particulier, lui, quand même, d'être un résistant, c'est-à-dire d'avoir cette force que donne la résistance, force que peuvent donner, par exemple, l'engagement dans des idéologies politiques. On sait l'importance qu'a été l'engagement communiste après la fin de la guerre et bien après, ou des engagements sociaux, des engagements pour le travail social ou par exemple l'engagement psychiatrique, par exemple, je pense. Alors, j'avais envie de vous dire quelques mots parce que j'ai été particulièrement frappée et d'ailleurs je vais vous montrer l'image de ce livre qui va ressortir bientôt, L'adolescence volée de Tomkiewicz. Tomkiewicz était un psychiatre communiste avec qui j'avais participé à des manifestations quand j'étais jeune, très, très jeune d'ailleurs, et qui travaillait avec des délinquants, enfin à Vitry, dans un autre établissement que toi, mais j'ai envie de vous citer comme ça, de vous lire quelques lignes de son livre, parce que j'ai trouvé que c'est quelqu'un qui disait de façon très claire que s'il écrivait ce qui lui était arrivé, il avait survécu au ghetto de Varsovie, ses deux parents avaient été déportés à Bergen-Belsen et gazés, lui-même avait sauté du train et après avait fait une tentative de suicide. Il en avait fait une autre lorsqu'il se promenait avec une jeune fille qui était une amie d'une amie à lui. Cela apparaît dans un film de Daniel Kupferstein qu'on trouve. Il tenait par la main une jeune fille qui s'appelait, je crois, Danuta. La Gestapo arrive, les gens sont conduits à l'Umschlagplatz pour être emmenés et déportés. Lui lâche la main de la jeune fille, monte sur les toits de Varsovie et est sauvé. Il s'est sauvé, avec évidemment la polysémie de ce terme. Mais jusqu'à quel point s'est-il sauvé, c'est difficile à dire parce qu'il fait une tentative de suicide juste après ayant lâché la main de cette Danuta, elle est amenée à l'Umschlagplatz et gazée. Et bien des années après, ça apparaît dans le documentaire sur Tomkiewicz, il propose à l'ami de cet ami de commettre un suicide à deux,
tard dans sa vie, elle ne veut pas se suicider. Et donc, elle a une vie qui lui convient, elle a échappé à la mort, mais donc ce suicide n'a pas lieu, heureusement. Et je vais vous lire un passage du livre qui m'a touchée. C'est Jörg Semprún qui, 50 ans après les camps, m'a magistralement fait prendre conscience du dilemme où je me trouvais sans pouvoir le formuler. Et j'aime toujours autant le titre de son livre, L'écriture ou la vie. Et lui écrit: soit je me mettais à écrire sur le ghetto et je crevais tout de suite après, soit je me tournais résolument vers l'avenir, survivre, guérir, travailler pour un jour soigner les autres, ... Je ne veux pas lire plus, mais bon, on sait que beaucoup de gens se sont sauvés au sens de la salvation en travaillant pour autrui, en s'engageant dans des projets de justice sociale, etc. Tomkiewicz, lui, il dit que la psychothérapie tournait très mal, très vite. Il a entrepris une psychothérapie pour lui-même et alors il a entrepris une tentative de guérison en racontant son histoire dans un magnétophone. Tout ceci m'a été raconté par Michel Vernant, qui est peut-être ici, en tout cas qui a écrit des textes sur cela. Et tout ça était donc dans une petite cassette dont il dit qu'il a fait en hurlant et en criant et qu'il n'a jamais pu réécouter après. Alors l'important, c'est que, et je crois que Régine me fait des signes, c'est tout à fait dans l'axe de ton travail, c'est-à-dire que je reprends les termes de ton livre, c'est toi qui écris, il s'est renseigné lui-même sur ce qui lui arrivait, mais ça, il ne pouvait pas se le dire à lui-même. Et j'ai quelqu'un de ma famille aussi qui était dans les camps, qui me dit: j'ai dû faire des choses terribles pendant la guerre, mais je ne peux même pas me le dire à moi-même. C'était une conversation très récente de quelqu'un qui a survécu sans s'engager dans des grandes causes, mais en s'éloignant. Et une des tentatives d'éloignement, enfin, il y a le clivage, il y a aussi devenir un autre. Le cas qui s'appelle Le mauvais après-coup, c'était un juif dont le père avait été, dont le père et la mère avaient été tués devant ses yeux en Pologne, qui s'était sauvé en devenant la mascotte de l'armée américaine et qui en Amérique avait changé de nom, changé d'accent. Il était tchèque d'origine, il a parlé à un Américain parfait, et lorsqu'il est allé voir l'analyse Sidney Stewart, il a dit rapidement ce qui lui était arrivé pendant la guerre, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il s'était construit quasiment un destin écran. Il n'était plus juif, il avait un nom, je crois que le nom qui s'est donné, c'est Robertson, en tout cas c'est le nom que donne Sidney Stewart, mais malheureusement, pendant l'analyse avec Sidney Stewart au début des années 70, au cours d'une séance, il réévoque le malheur de ce qui est arrivé à sa famille et il devient fou. Je ne vais pas entrer dans les détails, on n'a pas le temps là. Bon, je vais peut-être m'arrêter, vous donner la parole, puisque c'est une table ronde. L'exemple que tu cites du patient de Sidney Stewart avec ce destin écran, je trouve que cette notion de destin écran que tu utilises à propos de ce patient-là est quelque chose de tout à fait intéressant à prendre en considération. Alors pas seulement pour un patient aussi lourd que ce patient traité par Sidney Stewart. Se bâtir un personnage différent
qui vous éloigne de votre propre histoire et par conséquent de tous les traumatismes non élaborés qu'on a pu emmagasiner ou qui peuvent avoir un effet cumulatif. Et ce destin écran rejoint celui des imposteurs, parce que bon, il n'était pas imposteur en ce sens qu'il faisait un vrai métier, il avait changé de nom, mais enfin, il vivait quand même à la première personne et il ne racontait rien de faux, il se cachait à lui-même un certain nombre de choses. Mais le cas de cet homme qui se faisait passer pour un survivant, qui écrivait une histoire qui était censée être la sienne comme survivant, est quelque chose de tout à fait impressionnant. Comme si la honte d'avoir survécu devait être masquée en usurpant une identité de survivant. C'est quelque chose de tout à fait frappant, ce qui implique la profondeur de la honte ou de la souffrance qui peut être éprouvée à avoir survécu. Et je crois que c'est quelque chose qu'on en a tendance à sous-estimer, cette souffrance d'avoir survécu. Oui, je crois que c'est en effet extrêmement important. Il y a aussi quelque chose qui me frappe quand tu avais parlé tout à l'heure de George Semprún, qui n'était pas juif et a été déporté en tant que résistant et qui a donc pu écrire ce livre, mais qui a dit qu'il a beaucoup souffert en écrivant quand même. C'est la dimension du groupe qui permet ou qui permet pas de faire face. Et probablement que quand on dit la dimension du groupe, on aurait intérêt à essayer de préciser un tout petit peu de quoi on parle, parce que le fait d'être communiste ou le fait d'appartenir à une communauté a été protecteur. Et le fait d'écrire normalement est quelque chose de protecteur parce qu'on appartient à une communauté, on fait partie des écrivains, on raconte une histoire à quelqu'un et on va dans une certaine direction en écrivant. Et tout à l'heure, Paul Denis disait avec justesse que la Shoah a été quelque chose de tout à fait unique parce que ça a été une atteinte à la civilisation. Et je me suis dit, ben oui, évidemment, c'est ça. Seulement, je crois que j'ai tendance à pas prendre complètement au sérieux quelque chose qui me paraît très important par ailleurs, qui est que à partir d'un certain moment, nous avons cessé de nous représenter la civilisation comme progressiste. Pendant tout le 19e siècle, une bonne partie du 20e, on pensait que la civilisation allait vers un avenir meilleur, y compris les nazis. Le nazisme imaginait un progrès vers un troisième, le Reich du troisième millénaire. Enfin, il y avait une représentation du temps comme allant vers une amélioration inéluctable. Et puis, à partir de la Shoah, peut-être un petit peu avant aussi, on est obligé de se dire que non, que la civilisation ne va pas vers un progrès. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, sur quoi je travaille depuis longtemps, mais je crois que je n'ai pas pris la mesure de la gravité que ça a. C'est-à-dire que c'est Adorno qui dit « Est-ce qu'on peut encore écrire de la poésie après Auschwitz ?» Il pose vraiment la question de l'écriture ou la mort. C'est-à-dire que si on n'a pas un avenir, un temps qui va vers une amélioration, est-ce qu'on peut continuer à élaborer psychiquement ? Et je crois que la psychanalyse permet de reconstruire une temporalité qui va vers un avenir meilleur, tout en tenant compte du fait que cet avenir meilleur est quand même très provisoire. Mais bon, peut-être que j'ai une vision un peu pessimiste. Je ne sais pas si j'ai le verre à demi plein ou à demi vide. C'est Valérie qui disait que nous savons maintenant que les civilisations sont mortelles. Oui, moi je crois qu'il y a quelque chose qui a commencé d'être vraiment inéluctable avec la guerre de 14. Mais bon, la Shoah a quand même mis quelque chose de plus. Tu avais une question en tête. Alors j'avais deux questions en tête, mais je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. Il y avait une question sur l'imposture. Alors on a un tout petit peu parlé de l'imposture. Et puis j'avais une autre question qui était liée
à opposition de l'analyste allemande Gobrecht-Simitis que tu cites, Rachel. Cet analyste dit que le travail qui est fait avec les descendants des survivants de la Shoah est quelque chose pour elle, qui est une analyste allemande et non juive, qui est quelque chose comme un travail de deuil. Et elle pense que dans la mesure où il s'agit d'un travail de deuil, l'analyste ne peut pas faire ce travail avec plusieurs analysants successivement, parce que à chaque fois, ça requerrait un passage émotionnel tel que la deuxième fois, ça ne serait plus la même chose que la première fois. Et je voulais te demander, Rachel, si tu étais d'accord avec cette idée que l'analyste ne peut pas traiter de nombreux analysants, et si, après le premier, un tel travail n'était plus exactement possible de la même façon, non pas que les choses s'émoussent, mais qu'il y ait à chaque fois une prise en compte de la réalité qui est faite par le psychanalyste, qui est très importante et qui ne peut pas être recommencée une seconde fois. Je voulais un petit peu ton sentiment là-dessus. Je ne pense pas que vous en ayez déjà parlé. Non, je crois que ta question vient bien parce qu'on a parlé des survivants, de la difficulté, voire impossibilité peut-être de faire une cure classique avec ceux qui ont été pendant 2 ans ou 3 ans dans des endroits comme Bergen-Belsen ou Auschwitz, mais dont certains ont vécu et vivent magnifiquement. Et prenons comme exemple Simone Weil ou Marceline Loridan-Ivens. Ce sont dans la parabole où Élie Buzyn, qui est ici au premier rang, qui ne cesse d'être un témoin dans les écoles, il y a beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, sans adopter des destins écrans, mènent des vies très belle. À quel prix, ça je ne sais pas. En ce qui concerne les enfants cachés, c'est bien sûr, mais on sait que certaines de l'analyse de Georges Perec, on ne sait pas si elle a bien tourné ou mal tourné. Si j'ai le temps, après je vous lirai un passage où il parle comme ça d'une levée de clivage pour dire que c'est une reddition à la mort. Il en parle en employant le terme de crypte. Je pense que c'est la même chose, qu'on a pu formuler des faits cliniques différents avec des faits cliniques semblables plutôt, avec des termes différents. Pour Georges Perec, ce qu'il dit, c'est que la douleur et l'immensité de ce à quoi il a affaire fait qu'il y a une reddition à la mort. Enfin, tout ça, j'en parle longuement, ça a été beaucoup commenté, j'en parle longuement dans le livre. C'est peut-être en ça que la psychanalyse, Sarah Kaufmann a intitulé un de ses livres « Un métier impossible ». Je crois que ce n'est pas un métier impossible, mais c'est un métier difficile. Alors, l'exemple que tu cites de Françoise, de la psychanalyste allemande Ilse Krupprich, est intéressant. Cette psychanalyste raconte une expérience d'une psychanalyste allemande non juive. En ce qui me concerne, l'analyse... je n'ai pas eu en analyse beaucoup de survivants directs de la Shoah. C'est-à-dire, j'en ai eu une et je raconte quelque chose dans mon cas. Des choses n'ont pas du tout mal tourné pour elle, mais c'était pas une psychanalyse, c'était une psychothérapie avec les outils analytiques, une psychothérapie donc en face à face, et
et avec ce que j'ai pu apprendre de la psychanalyse ailleurs, je pense qu'il y a certains moments où j'ai senti qu'il ne fallait pas aller plus loin. Je pense que c'est ça qui est difficile aussi avec certains parfois, parce qu'on se trouve devant des identifications à l'agresseur, c'est-à-dire que au moment, par exemple, où disparaît le père de Sarah Kaufmann, elle a éprouvé de la douleur, mais pas seulement de la douleur, peut-être aussi des sentiments négatifs qui, lorsque quelqu'un vous abandonne, on se sent trahi. Cette trahison, par exemple, prend peut-être une forme même dans son dernier écrit Rue ordinaire, rue là-bas, parce que les mots de yiddish sont mal orthographiés. Je pense que Sarah Kaufmann, qui était très 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 savante, n'a pas mal orthographié sans savoir qu'elle le faisait. Et donc cette difficulté de l'identification à l'agresseur est quelque chose qui fait que peut-être on ne peut pas avoir plusieurs, qu'on est soumis parfois à quelque chose d'un peu violent qu'on retrouve dans les écrits de Pontalis vis-à-vis de Pérec. Je vais encore dire deux mots sur Ilse Grublich-Simitis. Ilse Grublich-Simitis donc, est une analyste allemande vivante. Je ne suis pas d'accord avec elle. Je pense qu'on peut avoir plusieurs patients qui sont de la deuxième génération, c'est-à-dire qui ont eu des grands-parents ou parfois des arrière-grands-parents déportés. Je ne partage pas du tout le sentiment. Je pense qu'il y a parfois qu'on est obligé de faire des aménagements techniques particuliers, mais des aménagements qu'on retrouve à la suite d'autres traumatismes où s'installe une compulsion de répétition, c'est-à-dire qu'on agit certains événements dont on ne veut pas prendre conscience. Et Ilse Grublich-Simitis a eu cette idée très intéressante, qu'il fallait favoriser des voyages à Auschwitz pour ces personnes qui déréalisaient, qui pensaient que ce qui était arrivé à leurs parents n'était pas réel. C'est une défense que nous partageons tous et heureusement, nous ne pouvons pas croire parfois à ce qui est arrivé. Ça a été très bien décrit par exemple par Janine Chasgues-Mirgel qui raconte comment elle a eu un survivant de Plaszow. C'est dans une revue de psychanalyse de l'an 2000, la revue numéro 1. Pour faire face à ce sentiment d'irréalité de ce qui était arrivé aux générations d'avant, quelque chose qui n'avait pas pu être symbolisé par une génération revenait sous forme d'agir dans la génération d'après. Et Ilse Grublich a eu l'idée qu'en faisant des voyages à Auschwitz, les gens allaient enfin réaliser, au sens familier du terme, ce qui était arrivé et ensuite pouvaient abandonner. Ce n'est qu'en réalisant, c'est-à-dire en faisant face à des défenses qui ne sont pas de l'ordre du refoulement, mais l'ordre de la perte du sens de la réalité, c'est-à-dire une défense encore plus primitive qui n'est pas la même que la levée du clivage, je pense, que c'est face à cette défense-là, que c'est en mettant leurs pas dans des pas de ce qu'ont dû traverser leurs parents, que les enfants ou les petits-enfants pouvaient réaliser et enfin faire face à ce qui avant n'avait pas été réel chez eux et qui transposait dans des actes, par exemple en faisant des fugues ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui là, au cours de la préparation de cette table ronde, m'est revenu à la mémoire à propos du départ d'une patiente il y a quelques années de cela, que je crois que je n'avais pas compris à ce moment-là. Voilà, je te donne la parole.
Oui, ce que dit Ilse Gubrich-Smity, c'est un peu difficile à comprendre si on ne le met pas dans le contexte. Elle écrit ça en 1980 et quelques, justement à une époque où les psychanalystes vraiment redécouvrent la réalité de la Shoah eux-mêmes. Parce que pendant une bonne vingtaine d'années, les analystes se sont extrêmement peu intéressés à la Shoah, et des patients qui ont fait leur analyse à ce moment-là, beaucoup de patients n'en ont pas parlé non plus. Donc il y a un phénomène très singulier qui interroge beaucoup les analystes. Qu'est-ce qui s'est passé? Et à mon avis, c'est quelque chose qui concerne non seulement les psychanalystes, mais l'ensemble de la société. C'est-à-dire qu'il y a eu une période d'une vingtaine d'années pendant laquelle on a fait comme si ça n'avait pas eu lieu, globalement. Alors, quand elle dit faire un travail de deuil, elle veut dire qu'il faut que l'analyste lui-même prenne conscience de la réalité des événements en même temps que le patient. Et elle dit très justement qu'un travail de deuil est quelque chose qui ne peut pas se défaire. Et d'un point de vue psychanalytique, enfin psychologique en général, c'est en effet très singulier qu'en général, le travail de deuil, pensez à ce que dit Proust dans Albertine disparue, hein, une fois que le travail de deuil est fait, en effet, c'est comme si c'était fini une fois pour toutes. Et il y a en effet quelque chose, si on se dit qu'il faut que le psychanalyste fasse un travail de deuil pour chaque patient, il ne peut le faire qu'une seule fois. C'est pour ça qu'elle dit ça. Je crois que c'est pas vrai. Hein. Je crois que le travail de deuil individuel est une chose, et cette prise de conscience de la réalité de l'existence de la Shoah est au contraire quelque chose qui continue à évoluer. Et donc c'est pour ça qu'un analyste peut éventuellement avoir plusieurs patients survivants, ou en tout cas enfants de survivants, et successivement, il redécouvre à chaque fois de façon différente l'horreur de ce qui s'est passé. Alors, je vous remercie beaucoup. C'est un sujet qui me travaille depuis très longtemps, évidemment, c'est-à-dire depuis avant ma naissance. Je voudrais revenir sur deux questions, enfin points. C'est la traduction et une certaine position d'analyste. Voilà, je suis traductrice et psychanalyste et j'ai changé de langue. Voilà, je suis polonaise, née, comme dit Jean-Yves Potel dans son livre La fin de l'innocence concernant la Pologne. Je suis née les pieds dans un camp de concentration, c'est-à-dire de Płaszów précisément. La propriété familiale était à moins d'1 kilomètre de ce camp. Alors je pense en effet qu'il existe quelque chose concernant, là je parle en tant que traductrice, il existe quelque chose qui s'appelle la butée sur soi pour tout traducteur. C'est quelque chose qui est un point non travaillé ou travaillé qui apparaît à travers la traduction qu'il a accepté de faire. Les nombreuses traductions portant sur la Shoah que j'ai faites, dont les dépositions des Sonderkommando au procès de Cracovie de 1946, étaient des épreuves majeures de ce passage par cette butée sur soi que je ne dévoilerai pas, mais qui s'est à chaque fois réactualisée avec chacune des traductions ou chacun des textes portant sur ce sujet. Bien entendu, j'ai très vite compris que ça avait trait avec la déportation et la mort de ma grand-mère maternelle au camp d'Auschwitz. Il est peut-être important que je précise que je ne suis pas juive et que ma grand-mère a été déportée en tant que polonaise. Quand j'ai traduit, il y a 5 ans, c'est paru chez Albin Michel, Légende du sang, pour une anthropologie de l'antisémitisme chrétien, de l'immense anthropologue polonaise Joanna Tokarska-Bakir. Justement, ce travail m'a pris 6 ans et il s'est passé ce que vous disiez, le travail de deuil
se fait une fois, mais une fois qu'il est fait, il est fait. Je sais depuis que ce qui était au travail pour moi pendant ces années, c'était une certaine possibilité qui pouvait s'ouvrir, mais qui pouvait aussi ne pas s'ouvrir, d'écouter des patients polonais que je reçois ici en tant que psychanalyste et qui justement sont par exemple antisémites, racistes. Et voilà. Et je n'aurais jamais pu avoir cette distance nécessaire sans avoir fait le travail qui s'était imposé à moi à travers les légendes du sang. Et voilà. Et je pense qu'on peut faire et refaire et reprendre des patients de la deuxième, de la troisième génération, parce qu'à chaque fois, pour l'analyste, il y a une question concernant le concernant qui s'ouvre aussi pour lui à cet endroit. Oui, Francis Hofstein, psychiatre, psychanalyste. C'est juste un mot sur la traduction. Je ne m'attendais pas à ce qu'on passe le micro si tôt, donc je suis un peu surpris. Traduire, comme vous disiez tout à l'heure, c'est quoi? C'est être entre un texte qui nous est étranger et ce qu'on est. Et donc on est en quelque sorte entre deux. Et et c'est ça la question. C'est-à-dire que c'est à la fois une interprétation et à la fois on travaille un matériau qui n'est pas nous. C'est ça la difficulté de la traduction. Alors, bon, j'aurai d'autres questions à propos de Pérec, mais je vais laisser parler d'autres. Sabine Kahn. Je vais rester sur cette question de la traduction parce que mon oreille a tinté tout à l'heure, Gilbert, tu dois savoir un peu pourquoi. J'ai dû faire un travail avec une traductrice. Ça a été obligé pour pouvoir écrire le livre que j'ai écrit, où j'ai fait des voyages en Pologne. Et la traductrice qui m'avait été indiquée, que je ne connaissais pas avant d'arriver en Pologne, n'était pas juive. C'était une jeune traductrice, donc de la deuxième génération, je veux dire, et troisième génération. Et j'ai été frappée à un moment, pendant le premier voyage, par une certaine froideur. Et je me demandais si moi, j'avais laissé échapper des choses, des renseignements que j'attendais. Et puis, nous nous sommes revus. Il y a eu un temps de latence entre les voyages. Je suis retournée en Pologne et j'ai trouvé quelqu'un d'extrêmement différent. Et puis, elle-même est venue à Paris et elle m'a fait part de ce que cette personne qui a parlé la première parle de cette butée. C'est-à-dire qu'elle-même a été totalement dévastée par le travail qu'elle a fait avec moi de recherche qui m'était moi personnel. Et elle s'est identifiée à moi. Et je dois dire que j'ai été extrêmement bouleversée par le travail que je lui avais fait faire. Donc ça a été quelque chose qui s'est passé dans ces deux sens-là. Et il m'a fallu, grâce à ma capacité analytique, il m'a fallu beaucoup prendre sur moi pour la rassurer, pour lui permettre, elle, d'avancer dans ce qu'elle était en train de redécouvrir, parce qu'on ne découvre jamais que quelque chose qu'on a déjà connu. Voilà. Françoise qui prépare un numéro sur la traduction, peut-être toi, tu veux répondre? Non, je ne peux pas. Toi, tu peux. Je peux dire un petit peu. Gilbert, alors. Juste un mot.
Tout à l'heure, monsieur, vous avez dit que quand on traduit quelque chose qui n'est pas soi. Et ça m'intrigue un tout petit peu parce que j'ai l'impression que les deux exemples qu'on vient de donner par ailleurs montrent que le traducteur, j'imagine quand il réussit sa traduction, en tout cas, forcément, il arrive à attraper quelque chose de lui qu'il ne savait pas, et en plus quelque chose qu'il va donner à voir, à lire au lecteur, qui est en plus, qui s'ajoute au texte original. Enfin, j'ai du mal, mais ça tient peut-être à ce que mon expérience de traducteur est très limitée, donc je crois, mais il me semble qu'une traduction réussie, probablement que le traducteur y met du sien, même s'il ne le sait pas. Oui. Enfin, oui, cette question de la traduction est une question tout à fait immense. J'avais envie de l'aborder d'une manière très indirecte par ce phénomène qui est la solitude du survivant. J'ai été très frappé quand Henri Agenberg m'a raconté qu'il n'a appris, après beaucoup d'années, ce qui s'était passé pour sa mère au ghetto de Varsovie, par l'interview d'un de ses oncles publié dans France Soir. Le journaliste lui avait demandé de lui indiquer quelqu'un pour parler des survivants, et il avait donné le nom de son oncle. Et c'est dans l'interview de son oncle qu'il a appris ce qui s'était passé pour sa propre mère. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de difficulté à dire, peut-être par peur de mourir de dire, et qui fait qu'en famille même, les survivants restaient relativement isolés et taisaient quelquefois. On raconte l'histoire de cette mère qui avait gardé son numéro tatoué sur le bras et qui dit à sa fille « c'est mon numéro de téléphone ». C'est-à-dire qu'il y a une espèce de gêne à communiquer et sans doute la peur de traumatiser l'autre avec le récit. Et je crois que c'est un des facteurs très particuliers du phénomène de la survivance et de cette espèce d'isolement. On reste enfermé dans le camp d'une certaine façon. Alors, la traduction, le texte, certes, ce n'est pas un texte que l'on a écrit, mais c'est l'expérience de quelqu'un qui raconte. Si bien qu'on cesse d'être seul au moment où on lit. Et j'imagine que quand Primo Levi a traduit ce texte qui racontait des expériences analogues à la sienne, eh bien, il a cessé d'être seul. Il est vraisemblable que son organisation personnelle contre, pour éviter l'émergence d'une angoisse trop grande ou d'une désorganisation, eh bien, s'est trouvée prise en défaut par le contact, certes intermédiaire, du fait que c'était un texte, mais malgré tout, il y a eu quelque chose de l'expérience de quelqu'un d'autre qui l'a peut-être, sinon envahi, du moins réveillé en lui un certain nombre de choses tout à fait angoissantes. Merci. Peut-être des nouvelles questions? Oui, on va reprendre Madame. On va reprendre 3 personnes. Peggy Nordman, je suis psychanalyste. C'est une question un peu théorique. J'ai été très frappée par ce que vous avez dit, Monsieur Derkine, sur la force létale à longue portée, comme si Hitler n'était pas mort et que ça continuait. Et j'ai été aussi, bien sûr, très intéressée par le concept de levée du clivage. Et moi, j'ai l'impression, pour avoir côtoyé des gens survivants, que c'est un peu comme si, c'est mon impression, et c'est une question, c'est un peu comme si, si on est survivant, on a sauvé sa peau. Et c'est quelque chose qui permet de survivre tout seul, soi-même. Et qu'au moment où on parle, où on écrit, où on raconte, on retrouve quelque chose du groupe et de la place du groupe en soi. Et qu'on a échappé au groupe et que le destin doit s'accomplir. Et je me demande si ce n'est pas dans ce contraste entre avoir sauvé sa peau et vivre un destin individuel,
en isolant, bien sûr, et en clivant, bien sûr. Et tout d'un coup, retrouver le groupe dont on faisait partie, ceux qui sont morts, ceux qui ne sont pas morts, mais retrouver quelque chose d'une appartenance et un accomplissement de destin, qui est peut-être, évidemment, une énorme culpabilité à avoir survécu, bien sûr, mais comme si cette culpabilité, elle était en suspens, ce n'est pas forcément un clivage, pour sauver sa peau, et puis qu'on la retrouve au moment où on retourne au groupe, par l'écrit ou par par l'écrit ou par le fait de re-raconter. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous poser comme question. Je voudrais savoir ce que vous pensez de l'optimisme de Boris Cyrulnik. Après, tu vas le dire. On va prendre madame aussi. Moi, j'ai juste une question à vous poser. Qu'appelle-t-on le travail de deuil de quelqu'un? Qu'est-ce que ça veut dire, le faire de deuil de quelqu'un? Merci. Voilà, les questions sont courtes. On va prendre madame et puis on passe au réponses. Moi, je suis écrivain, Annie Zadek. Ma question, tout à l'heure, vous parliez de cette rupture civilisationnelle. Est-ce que, qui, je crois, a des échos jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ça n'est pas ça qui explique le suicide? Le désespoir, tout simplement, de ne pas pouvoir écrire, que ce soit poétique, littéraire, de recherche. Est-ce que ça n'est pas ça qui fait que notre parole est empêchée et qui conduit au suicide? Presque tout simplement. Il y a plusieurs questions là. Vous avez répondu sur Boris Cyrulnik, je crois. Pardon. Vas-y. Je ne peux pas, c'est difficile, enfin, c'est des questions si différentes. Je vais répondre à la question d'Élie, enfin pas à la question d'Élie Buzyn, mais en effet, qu'est-ce que ça veut dire faire son deuil? Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il n'y a pas des deuils impossibles? En tout cas, pour moi, c'est une question qui reste vive, la question. Hein. Et en ce qui me concerne, par exemple, ce n'est pas la rencontre avec les patients où chaque rencontre est très différente, ça suscite des sentiments très différents à chaque moment et avec chaque patient. Pour moi, la rencontre, par exemple, avec la Shoah, elle se fait dans le noir. Quand je vois un film et que tout d'un coup, ça m'est arrivé 2 fois, en voyant le film sur Tomkiewicz, dont je vous ai parlé, en voyant un film de Michael Prazan, La passeuse des Aubrais, où aussi les questions de la zone grise, de l'ambivalence, des choses mauvaises que les gens ont dû faire pendant la guerre. Un autre, je raconte dans le livre aussi à un moment comment tout d'un coup j'ai pris conscience de la mort de la sœur de mon père, comme ça dans le noir, au cours d'un voyage qui était un voyage de rencontre psychanalytique avec Dory Laub, et où tout d'un coup j'étais dans l'endroit d'où ma sœur, j'allais dire, ma tante n'avait pas pu s'échapper et était morte. Et donc, pour moi, ce deuil de la Shoah, je crois que, premièrement, en général, j'ai cette défense
d'une certaine irréalité. Bien sûr, je sais, je lis beaucoup de livres, je n'arrête pas, ma bibliothèque est pleine à craquer de livres, mais en même temps, je ne le sais pleinement, souvent que dans le noir, quand ça me revient par l'image ou là, au cours d'un voyage. Donc je pense en effet qu'il y a, en ce qui me concerne, qu'il y a certains deuils qui sont impossibles ou qui s'étalent dans le temps et qui ne sont jamais faits complètement. La question qui concerne Boris Cyrulnik est un peu complexe pour moi, je ne vais pas répondre directement. Je vais vous dire, il a écrit un livre qui s'appelle « Mourir de dire ». Bon, c'était, je sais plus, une dizaine d'années après que j'ai écrit Peut-on mourir de dire dans un article en 2000. Et je me suis demandé s'il raconte des choses assez personnelles dans ce livre. Il reprend certaines idées aussi que nous partageons, disons, qui sont maintenant tout à fait dans l'air du temps. Je me suis demandé s'il n'avait pas eu besoin, là, d'un bouclier protecteur, d'utiliser, comme il a utilisé le titre de Pérec, je me souviens, il a utilisé mourir de dire, sans point d'interrogation. Alors moi, j'ai repris les points d'interrogation, ce que j'ai tenté de faire un peu là aujourd'hui. Bon, les autres, la question sur la civilisation et le suicide et l'écriture, je ne peux pas répondre comme ça. Je pense que pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus individuel. C'est un retour de la mélancolie, d'une mélancolie qui survient quand on ouvre des cryptes ou quand on perd des clivages ou quand on perd certaines défenses. Mais bon, je ne sais pas si... je crois que ce n'est pas une réponse à votre question. Oui, l'optimisme de Cyrulnik, c'est la résilience. Hein. C'est l'idée qu'il y a une espèce de mécanisme qui fait qu'on revient à l'état antérieur. Je crois que c'est faux. Hein. C'est effectivement excessivement optimiste. Alors, qu'est-ce que c'est que faire son deuil? Freud le décrit très bien hein, dans Deuil et mélancolie. Quand on aime quelqu'un, c'est-à-dire quand on a, par rapport à quelqu'un, une relation qui est organisatrice pour soi-même, le perdre vous désorganise. Alors, le deuil, ça consiste à accepter que cette personne ait disparu, en garder quelque chose et aussi pouvoir réinvestir d'autres personnes. Il m'est arrivé un jour, d'une manière un peu simpliste, de dire que d'un deuil de quelqu'un qu'on a beaucoup aimé, il reste un buste, un testament et un tombeau. Le buste, c'est une image idéalisée. Le tombeau, c'est quelque chose que l'on peut visiter malgré tout, hein, qu'on peut avoir un peu en soi, évoquer quand on en a un. Oui, oui, absolument. Et puis un testament, c'est-à-dire quelque chose que vous a laissé moralement la personne que l'on a aimée, mais avec la possibilité d'investir quelqu'un d'autre, hein, d'investir d'autres personnes et de ne pas rester enfermé comme ça dans une sorte de mélancolie. Alors pour la rupture de civilisation et le suicide, il y a eu un certain nombre de suicides au moment de l'avance allemande. Hein. Il y a eu un neurochirurgien qui s'appelait Thierry de Martel qui s'est tiré une balle quand il a su que les Allemands arrivaient. Et il ne pouvait pas supporter la pénétration de la France par les Boches, hein, puisque c'était comme ça qu'il les appelait. Sophie Morgenstern aussi, je crois, s'est suicidée au moment de l'envahissement de la France par les nazis. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de très désorganisateur à certains moments dans cette perception d'une rupture de civilisation. Et je crois qu'à ce moment-là, le suicide obéit à la définition qu'en donnait Antonin Artaud quand il écrivait « Si je me suicide, ça ne sera pas pour me détruire, mais pour me reconstituer, pour entrer violemment dans mon être et devancer l'avance incertaine de Dieu. »
je crois qu'il y a une espèce d'acte de maîtrise forcené et effrayant dans l'acte suicidaire. Oui, pardon. De deuil. Je voulais juste revenir un petit peu sur ce que dit notamment Grubrich-Simitis. Elle parle du travail de deuil aussi de l'analyste allemande non-juive qui doit faire un travail de deuil de sa culture. Et je crois que c'est important, cette idée d'un travail de deuil. Elle parle moins du travail du deuil chez le patient descendant de survivant de la Shoah, mais son propre travail de sa propre culture allemande. Et je trouve que ça rejoint un petit peu ce que disait Sabine Kahn de la désorientation de sa traductrice polonaise qui tout d'un coup Grubrich-Simitis n'est pas tout d'un coup confronté à ça, mais il y a quelque chose d'une confrontation à la tragédie de sa propre culture qui a été refoulée ou clivée et à laquelle on peut aussi devoir répondre par un travail de deuil. Voilà ce que je voulais préciser. Oui, toujours dans le même sens, il me semble qu'il y a un lien étroit, quoique pas très évident, entre la perte de la civilisation et la peau. Tout à l'heure, quelqu'un a dit ce qui est important pour le survivant, c'est qu'il a sauvé sa peau. Et ça veut dire qu'il a survécu, mais ça veut dire aussi qu'il a conservé les limites de lui-même. Et dans la pensée d'Ilse Grubrich-Simitis, il y a le concept de limite du moi qui est très important. C'est-à-dire que en faisant le travail de deuil, on arrive à reconstituer les limites, ce qui fait qu'on a un dedans et un dehors, qui a une temporalité et qu'on peut recommencer à se raconter une histoire. La perte de la civilisation, ça veut dire qu'on ne peut plus se raconter d'histoire. Et donc, il y a un lien entre l'importance de la peau comme enveloppe et la civilisation. Et je suppose que tout ce qui se passe autour du tatouage a un rapport avec ça aussi. On va devoir, parce que donc, il y a cette deuxième table ronde qui devrait débuter dans 10 minutes.